Nous sommes le 14 janvier 2020, vous êtes sur Canal 3, c'est votre journal de la mi-journée. Voici les titres de cette édition. Ouidah est en pleine reconstruction, la cité historique est en chantier avec des rénovations de sites touristiques, l'érection d'un musée international, la réhabilitation de la porte du non-retour. Notre rédaction est allée apprécier la mise en œuvre de ces différents chantiers. C'est parti pour la campagne dans le cadre de l'organisation des élections professionnelles. La Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, COSI, a donné le top à ces différentes actions de mobilisation des travailleurs pour la 3e édition des élections professionnelles au Bénin. Cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An au Conseil économique et social, occasion pour le président de l'institution, les conseillers, le personnel administratif, civil et militaire de se fixer les nouveaux défis à relever pour le compte de cette année 2021. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Merci de nous suivre. Direction la cité historique de Ouidah, à une trentaine de kilomètres de Cotonou. Pour commencer, grâce à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, la ville fait sa toilette. De nombreux chantiers sont en cours pour la reconstitution des temps forts de l'histoire de la cité. Je vous invite à apprécier ce reportage de Assiongbo Kanye Assiongbo et Henri Ganti. La commune de Ouidah se transforme. Réhabilitation et construction de sites touristiques, de stations balnéaires, rénovation de musées. Une métamorphose que subit la cité historique au pas du programme d'action du gouvernement. Pour les autorités, beaucoup de choses se font pour donner un autre visage à la commune. Il y a la porte du non-retour qui est actuellement en chantier, mais il n'y a pas que la porte du non-retour. Il y a la place aux enchères qui est également en chantier. Il y a le mémorial de Zumbodji qui est également en chantier. Il y a plein de différentes stations où les esclaves faisaient plein d'initiations, de certain nombre d'activités en lien avec leur voyage vers l'Occident qui seront remises à neuf et qui seront valorisées pour que les touristes puissent vivre véritablement l'épopée de l'esclavage en Afrique et particulièrement au Bénin. Tous les arrondissements, ou du moins toute la commune, est en chantier. Beaucoup de choses se réalisent au vu et au su de toute la population. Et d'ici quelques mois, tous ces sites et infrastructures vont se dresser, offrant leur beauté au regard des citoyens, touristes et curieux. Il y a des figures emblématiques qui sont en train de disparaître, qui vont être mises en valeur et qui vont faire partie du tourisme, tels que des noms comme Amoua, des gens qui ont tenu tête aux colonisateurs, mais qui ont été trahis par leur père. Et mettre en valeur tout ça, je crois que c'est extrêmement important. Pour ce qui concerne le tourisme, vous savez, Ouidah doit gagner beaucoup. Ouidah serait plus visible sous peu. Et Ouidah serait la destination Bénin dans peu de temps. Vous savez, ça va aussi booster notre économie locale, l'économie du pays également, parce que Ouidah n'a rien à envier à Gorée. Si on arrivait à réaliser tout ce qui est dans le PAG, ce qui est sûr. Ouidah a le plus de sites touristiques vivants qui parlent de l'histoire de l'esclavage dans le monde. Nous avons aujourd'hui la place aux enchères, c'est l'une des seules places qui existent encore dans le monde où on peut démontrer qu'on vendait des esclaves ici. La route des esclaves, les vestiges, les différents 5 forts, fort anglais, fort portugais, fort français, fort hollandais, et tout ça qui sont encore, les vestiges sont encore là. Les maisons qui datent des années 1700, 1800 sont encore là. Les impacts de ces sites sur les résidents de la commune seront énormes. Il faut dire que le gouvernement également envisage de finaliser la mise en valeur de la zone industrielle de Gakpé, qui permettra donc, avec son aménagement et l'élection d'électrification, permettra donc d'accueillir près d'une vingtaine d'industries. Le programme d'action du gouvernement, bien sûr, qui a pour objet l'amélioration, la réhabilitation, pour mettre en valeur le tourisme, aura un impact, c'est sûr, sur la population, dans le secteur de l'hôtellerie,
Ça va générer pas mal d'emplois. Bon, mais au-delà de tout, c'est qu'il y aura un peu de changement à voir ce que l'on gagne au bout du rouleau avec cette génération de multitude de tâches à faire pour les jeunes et puis les possibilités que ça offre au bout du rouleau, on sort gagnant. À en croire le maire de la commune, Christian Huetinou, le gouvernement a un programme d'investissement de 400 milliards de francs CFA pour la mise en valeur de Ouida. Un grand plaisir pour lui d'être le premier citoyen de cette commune au moment où se passent toutes ces transformations. Le gouvernement avait juste de valoriser toute la richesse touristique dont Ouida regorge. C'est dans ce travail que le gouvernement a injecté près de 400 milliards dans la ville de Ouida pour que tout ça soit mis en valeur. Ouida retrouve toutes ses marques et mieux, celles modernes que lui imprime le programme d'action du gouvernement. Anciennement pont entre le Bénin et les terres américaines, Ouida va offrir la possibilité aux étrangers de découvrir toute son histoire au terme de ces grands chantiers. Et on s'intéresse à présent au colloque scientifique de 3 jours qui se déroule depuis hier à l'université d'Abomey-Calavi. La rencontre porte sur les politiques publiques et la construction de l'État national en Afrique de l'Ouest francophone. Le colloque réunit en présentiel et par visioconférence de nombreux chercheurs et hommes de sciences à travers le monde. Le compte-rendu de l'ouverture du colloque est signé Tanguy Agoyi et Elvis Tonoukoin. C'est le tout premier rendez-vous scientifique qu'accueille l'université d'Abomey-Calavi cette année 2021. Il porte sur les politiques publiques et la construction de l'État national en Afrique de l'Ouest francophone et mobilise des enseignants-chercheurs de divers horizons et de disciplines variées. Plusieurs fois reporté à cause de la pandémie du coronavirus, il tient enfin en ce début de janvier avec toute la pertinence et l'engouement de départ. Les politiques publiques n'épargnent aucun domaine de la vie en société, à commencer par les plus cruciaux que sont la santé, l'éducation, l'hygiène et l'assainissement, l'emploi, la migration et les mobilités, etc., qui sont autant de secteurs où stagnent d'innombrables défis. La construction d'un État national exige par conséquent la définition des politiques publiques et la précision des projets de société pour répondre à certaines questions essentielles pour les citoyens. Les participants se sont accordés à l'entame de la rencontre sur l'actualité et la délicatesse des enjeux qu'appelle la mise en œuvre des politiques publiques, standardisées d'une façon ou d'une autre à travers le monde. La focalisation sur les États des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest résulte de la volonté de dégager des particularités à partir d'héritages socio-historiques et même politiques. La question de la construction de l'État postcolonial en Afrique continue d'être au centre des débats entre plusieurs écoles de pensée et plusieurs disciplines des sciences sociales et humaines qui l'abordent sous divers angles. En choisissant d'axer notre colloque sur les pays francophones d'Afrique de l'Ouest, nous avons fait l'option d'une approche comparative de proximité. Tous ces pays ont partagé une trajectoire historique commune, celle de la colonisation française, dont ils sont les héritiers, aussi bien d'un point de vue institutionnel qu'organisationnel, avant d'emprunter des trajectoires nationales spécifiques après les indépendances. Pour les actes attendus de ce colloque qui va durer 3 jours, c'est 59 résumés validés, 31 communications déposées en cours d'approbation par le comité scientifique. 2 tables rondes de discussion sont prévues, l'une sur les politiques publiques de sécurité et l'autre sur celles de développement. Et l'Agence territoriale de développement agricole ATDA Pôle 7 procède de son côté à la revue de son plan de travail annuel budgétisé au 31 décembre 2020. C'est à la faveur d'un atelier organisé à Lokossa, c'est dans le département du Mono. Le compte rendu est signé Geoffroy Masson. C'est parti pour 48 heures de travaux pour ces acteurs intervenant dans la chaîne de mise en œuvre des activités du pôle 7 de l'Agence territoriale de développement agricole ATDA.
Ils sont ici à Lokossa, dans le département de Mono, pour précisément procéder à la revue du plan de travail annuel budgétisé au 31 décembre 2020 de la TDA 7. Qu'il me soit permis de dire merci à tous les acteurs du secteur agricole intervenant dans le pôle qui ont permis à l'agence de réaliser au 31 décembre 2020 son PTA à hauteur de 50% et de mener à succès certaines activités sous financement 2019, notamment la mise en place des poussins d'un jour, l'acquisition par l'État des engrais spécifiques pour l'ananas, la valorisation du village aquacole, la réalisation des infrastructures marchandes et leur mise en exploitation. Comparé à l'année dernière, le taux de réalisation physique de l'agence a chuté de 36 points. L'Agence territoriale de développement, ATDA, a pour objet de veiller à une meilleure combinaison de l'approche filière et de l'approche territoriale, ainsi que l'application des instruments et démarches y afférents. Le pôle 7 de l'Agence territoriale de développement agricole couvre 4 départements, à savoir l'Ouémé, l'Atlantique, le littoral et le Mono. Je voudrais lancer un appel à tous les membres, tous les acteurs ici présents, pour une participation active, de qualité, afin d'atteindre les objectifs de cette assise. Les participants à cette revue auront droit à une présentation de la synthèse du niveau de mise en œuvre au 31 décembre 2020 des plans de campagne des filières prioritaires. Quelques réalisations de la TDA seront exposées durant les travaux ainsi que le point des activités menées par les directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, des DAEP, dans le cadre de la promotion des filières agricoles dans les pôles. Il sera question, dans le cadre de la promotion des filières, d'apprécier le niveau de réalisation des activités menées par l'agence au 31 décembre 2020, d'identifier les facteurs qui ont entravé la mise en œuvre des activités programmées aux fins de suggérer des solutions appropriées, de passer en revue des questions d'ordre stratégique pour le secteur agricole du pôle 7, surtout de la promotion des filières à travers les interventions des partenaires. Enfin, de partager avec les autres acteurs du secteur agricole intervenant dans le pôle le niveau de mise en œuvre des actions retenues au titre de l'année 2020. Le point de la mise en œuvre des interventions des projets et programmes dans le pôle 7 au 31 décembre 2020 fera également l'objet d'une communication. Les filières à haute valeur ajoutée qui y sont promues sont entre autres l'ananas, l'anacarde, les produits maraîchers et le coton. Le guide méthodologique d'intégration des enjeux nutritionnels dans les interventions agricoles fait l'objet d'un atelier de validation toujours à Lokossa. C'est une initiative de la Direction de l'alimentation et de la nutrition appliquée organisée avec l'appui financier de la Banque mondiale. On retrouve Geoffroy Messan et Florent Derouf. Compétences des agences territoriales de développement agricole, ATDA, des directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, du secrétariat permanent du Conseil national de l'alimentation et de la nutrition, SPCAN, et autres acteurs de premier plan intervenant dans le secteur agricole et nutritionnel au Bénin sont ici en conclave. Et ils sont réunis pour l'occasion à Lokossa, dans le département du Mono, sous l'égide de la direction de l'alimentation et de la nutrition appliquée d'ANA. Il est attendu d'eux l'étude et la validation d'un document, le guide méthodologique d'intégration des enjeux nutritionnels dans les interventions agricoles. Et en réalité, nous avons élaboré des outils d'intégration des objectifs, indicateurs et enjeux nutritionnels et dans la planification au niveau du secteur agricole. Et dans l'élaboration de ces outils, nous avons regroupé un certain nombre de compétences. Maintenant que l'élaboration est faite, nous avons invité d'autres compétences pour pouvoir voir les outils que nous avons élaborés. Est-ce que ces outils-là peuvent nous servir à mieux intégrer les objectifs, les indicateurs et les enjeux nutritionnels dans la planification du
du secteur agricole. Donc c'est une sorte de validation que nous avons commencé et après cette étape, nous allons ensuite valider aussi le document du Conseil en alimentation et en nutrition appliquée qui va regrouper un certain nombre de compétences aussi. Et parce que ce sont ces outils-là que nous allons utiliser pour que le secteur agricole contribue mieux à la lutte contre toutes les formes de malnutrition dont nous souffrons au Bénin. Le document, objet de validation, va permettre au secteur agricole de jouer un rôle très important dans la lutte au Bénin contre la malnutrition chronique. Il faut noter que selon des statistiques, au Bénin, la malnutrition chronique est passée de 34,4% en 2014 à 32% en 2017. Un effort qu'il faut poursuivre car l'objectif fixé par l'OMS est de 30%. Cet atelier a ainsi pour mission la mise en place d'un mécanisme d'intégration, des objectifs et des indicateurs explicites de la nutrition dans les actions et activités, des programmes et projets sous tutelle du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. L'élaboration de ces outils a connu les étapes suivantes. Une réunion de cadrage qui a permis de repréciser les objectifs et de valider la méthodologie. La collecte des données pour faciliter l'élaboration des outils. Et enfin, l'élaboration des outils au cours de cet atelier qui va durer 4 jours. Le présent atelier a pour objectif de valider l'argumentaire sur l'importance des investissements sensibles à la nutrition afin d'optimiser la contribution de l'agriculture à l'éradication de la malnutrition sans remettre en cause les objectifs des interventions agricoles. Valider le guide devant renforcer les capacités des acteurs de la planification, de la mise en œuvre et de l'évaluation à agir sur l'agriculture pour améliorer la situation nutritionnelle. Et valider enfin l'outil d'évaluation de la sensibilité à la nutrition des interventions dans le secteur agricole. Selon le plan national de développement 2018-2025, le premier défi de l'économie béninoise est de préparer dès à présent les conditions idoines pour être capable de nourrir d'ici à 2050 environ 32 millions d'habitants dans un contexte où les pays environnants vont abriter plus d'1 milliard d'habitants. Et je l'annonçais au début de ce journal, eh bien c'est parti pour la campagne dans le cadre des élections professionnelles de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, COSI Bénin. Le top est donné. C'était à travers une cérémonie officielle organisée à la Bourse du Travail hier, la campagne pour le compte de cette 3e édition des élections professionnelles au Bénin. Précision avec Ali Moumouni. C'est la campagne à la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin. Pour les élections professionnelles du 24 janvier 2021, la COSI Bénin est en action. Avec les fédérations et organisations syndicales affiliées, Noël Chadaré et les siens élaborent leur mode opératoire. Discipline ou courtoisie sont leurs leitmotiv. Pendant cette campagne qui démarre, évitons de répondre aux provocations, aux injures, d'où qu'elles viennent. Et ne nous abreuvons pas à la source de la calomnie, de la médisance. Faisons la campagne sur la base de nos valeurs, de notre bilan, de ce qui fait de la COSI Bénin une confédération de développement au service du bien-être des travailleurs et du peuple béninois. C'est une liesse populaire qui caractérise la motivation des militants de la COSI Bénin. Et plus d'une fois, ils ont exécuté l'hymne de leur organisation pour marquer leur engagement. Que ce soit les secrétaires généraux des syndicats de base, que ce soit les CCD, que ce soit les aînés, et nous sommes prêts pour aller au combat. Nous sommes prêts pour mouiller le maillot afin que la COSI Bénin sorte gagnante. La COSI Bénin se veut non seulement une organisation à fonction revendicative, mais aussi représentative et sociale. Ces réalisations sont présentées à l'assistance à travers une vidéoprojection. Elles se résument aux actions de soutien et d'accompagnement pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs.
Et je constate avec le film que je viens de voir que la COSI poursuit son œuvre. On n'aurait pas corrigé les disparités catégorielles dans ce pays à la santé, à partir des médecins, des infirmiers, des sages-femmes, des aides-soignants, de tous les corps, si la COSI n'avait pas fait son œuvre. On n'aurait pas pu avoir les 50% d'augmentation de salaire pour les enseignants, 50% qui les conduit même jusqu'à la retraite, si la COSI ne s'était pas levée comme un seul homme. Noël Chadaré, le secrétaire général, a retracé les objectifs visés par sa confédération syndicale à l'occasion de ces élections professionnelles. Mais que fera la COSI Bénin au lendemain des élections? La COSI Bénin, revêtue alors d'une nouvelle légitimité, aura pour revendication, entre autres revendications, l'évaluation des réformes du pouvoir de la rupture au plan social, l'augmentation du SMIC et du point indiciaire, ainsi que la hiérarchisation des salaires pour le mieux-être des travailleurs, le paiement effectif des rappels aux ayants droit. Pour ces élections professionnelles, la COSI Bénin s'active pour briguer le prochain mandat. La campagne prend fin le 22 janvier 2021. Au chapitre de l'actualité politique à présent, le retrait des formulaires nominatifs de parrainage de candidats à l'élection présidentielle d'avril 2021 a démarré à la Commission électorale nationale autonome. Hier, c'était le deuxième jour et les parrains sont allés retirer leurs documents. Il s'agit des maires et des députés. L'opération va durer 19 jours, conformément au calendrier de la Commission électorale nationale autonome. Notre équipe de reportage a tendu son micro à quelques personnalités, maires et députés venus retirer leurs documents. Suivez plutôt. Je peux dire que c'est des impressions d'émotion teintées de joie. Émotion parce que pour la première fois dans l'histoire de notre pays, nous sommes témoins de cet événement inédit et historique, le parrainage des candidats aux élections présidentielles, du duo présidentiel. C'est une réforme que notre pays attendait depuis des années. C'est une réforme exceptionnelle et qui permet donc de revoir un peu les conditions dans lesquelles ceux qui vont nous diriger sont choisis. Et comment on fait pour qu'ils aient un peu de légitimité à côté de la légalité que leur confère la Constitution d'être candidat. Et c'est en cela que je trouve que cette réforme est salutaire. Et je suis très content d'être un des premiers acteurs de cette réforme majeure pour l'histoire politique de notre pays. Je pense qu'il n'y a pas de péril à la demeure. Tous les acteurs politiques de notre pays, autant qu'ils le peuvent se porter candidat. En tout cas, pour ma part, je reste disponible à échanger avec tous les candidats de tous les bords, comme le demande la Constitution et la loi et le code électoral. Je reste disponible à échanger avec tous les candidats afin que le meilleur qui puisse me convaincre puisse emporter mon parrainage. Déjà l'accueil, le processus, ça s'est bien passé dans le délai. Dans le délai, on ne perd pas trop de temps, vous arrivez, vous êtes bien accueillis, bien installés, les gestes barrières aussi sont bien respectés parce que vous vous désinfectez les mains, le port de masque, tout ce qu'on peut. Donc je peux dire que c'est vraiment rassurant au point de vue sécurité et sanitaire. Pour les potentiels candidats, je dis le bal est ouvert, hein. C'est au Bénin, nous sommes au Bénin, tout le monde est libre d'être candidat. Donc c'est bien parti, les élus que nous sommes, députés et maires, qui sommes censés donner notre parrainage, nous sommes en train déjà de jouer notre partition, c'est-à-dire notre rôle, venir retirer les formulaires. Donc nous attendons les duos
de potentiels candidats à se manifester. Les députés viennent à tour de rôle et nous sommes servis conformément à la loi. Et en ce qui concerne les acteurs politiques, je voudrais leur assurer que les papiers sont avec nous et c'est avec vraiment, dans la joie que nous allons leur délivrer le parrainage. Et en tout cas, tu me demandes par quels critères. Non, le député n'a pas de critères. Tous les candidats sont nos candidats. Dès qu'ils expriment le besoin, nous allons voir comment identifier. Nous sommes 82 au niveau des députés. Au niveau des maires, on a 17. Donc il y aura quand même un critère de répartition pour que chaque candidat puisse trouver le nombre de parrainages demandés par la loi. Le député national, il est indépendant et le député exprime librement celui qu'il veut parrainer. Et puis, c'est une organisation interne, c'est au niveau du député et de l'ensemble quand même des élus. Je pense qu'il n'y aura pas de problème à ce niveau. Le chef de l'État, de son côté, poursuit la deuxième phase de sa tournée de reddition de comptes, un devoir de compte rendu et d'échange avec les populations des différentes communes du Bénin qui a conduit le président Patrice Talon hier à Waké. Apprécié. Monsieur le Président de la République, les agriculteurs de Waké sont fiers de vous, car grâce à votre vision, la Daba nourrit son homme à Waké. Après la phase des études, la commune de Waké attend impatiemment le démarrage du bitumage de la route Pénésoulou-Alédio-Séméré qui tient son baptême de vous, route de l'unité, ainsi vous l'avez baptisée. Nous rêvons déjà de l'asphaltage de certaines rues de notre commune, de l'extension du réseau d'eau de la Soneb dans les zones urbaines et vers les arrondissements de Séméré, de l'approvisionnement en eau potable dans les villages ruraux de notre commune, de la modernisation du stade communal de Waké, de l'extension du réseau électrique conventionnel dans tous les villages urbains de la commune, de la relance du chantier de construction du centre de santé de l'arrondissement de Waké en vue de désengorger le centre de santé communal. C'est vrai que les infrastructures marchandes construites de l'autre côté de la rive, chez nos voisins, n'ont pas le même standing que ceux construits dans notre pays. Mais l'état du marché de Kaswara est pour nous une humiliation. Notre bilan nous permet désormais à chacun de nous au Bénin, permet à toutes les communes d'avoir la certitude que ça y est, le Bénin a pris son envol, que le Bénin a pris son destin en main. Le secteur agricole n'a jamais fait l'objet d'une ambition nationale, sauf un peu la filière coton. Donc l'effort que nous faisons au plan agricole est souvent dû à la bravoure des producteurs. Mais on a démarré quelque chose depuis. Plus d'appui aux paysans pour développer les autres filières. Et les programmes qui sont en cours, dont vont bénéficier les paysans, bientôt certains ont commencé à voir ça. C'est la mécanisation agricole. C'est des milliers d'engins agricoles, de machines agricoles, d'outillages, d'équipements agricoles qui seront vendus à crédit et subventionnés. Dans 2 ou 3 ans, le Bénin va complètement moderniser le travail agricole. Formation, équipement. Les FNDA. Nous avons doté les FNDA de plus de 100 milliards de francs CFA pour appuyer les producteurs agricoles. Ça ne s'est jamais vu au Bénin. Il faut que la Daba enrichisse son homme. Il ne faut pas seulement vivre de la Daba, il faut s'enrichir de la Daba. 100 milliards qu'on va mettre en place pour pouvoir enrichir, c'est le mot qu'il a utilisé, pas nourrir, mais enrichir les agriculteurs. Et on sait que le potentiel majeur au niveau de Waké, c'est l'agriculture. Alors, pour nous, c'est un acquis immense. Ce qui est formidable chez le président Patrice Talon, c'est qu'il y a de la rigueur, il y a de la planification. Rien n'est improvisé, il y a de la méthode. Et cela
conduit indubitablement à une exécution infaillible de ce qui est prévu. Pour finir maintenant, on parle de la cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An au Conseil économique et social, tout en fixant les nouveaux défis pour la nouvelle année. Le président de l'institution, les conseillers, le personnel administratif, civil et militaire se sont présentés les meilleurs vœux pour cette année 2021. Le compte rendu est signé Clément Achadé et Henri Ganti. L'année 2021, le Conseil économique et social sacrifie à une tradition. La présentation de vœux au président de l'institution, ses conseillers et l'ensemble du personnel. À travers cette cérémonie, l'honneur est revenu au secrétaire général d'exprimer les vœux du personnel au président du Conseil économique et social avant de laisser place au vice-président qui, au nom des conseillers, a également présenté ses vœux au patron de l'institution constitutionnelle. Une cérémonie sobre mais riche en couleurs qui mobilise le personnel administratif, civil et militaire du Conseil économique et social. Au nom du personnel administratif, civil et militaire, je m'adresse à vous, Monsieur le Président, aux membres de votre famille, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers, pour vous formuler mes plus ardents vœux de robuste santé, de paix profonde, de réussite, de prospérité et de bonheur. Les conseillers par ma voix vous réaffirment leur engagement et leur disponibilité à vous accompagner dans votre effort de conduire sereinement, dans la paix et la concorde, le Conseil économique et social pour la suite de la mandature. Au nom de tous les conseillers et en mon nom personnel, je vous renouvelle les vœux de paix profonde, de santé, de prospérité et de bonheur pour vous et pour toute votre famille. L'édition 2021 de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux a été rehaussée par la mobilisation des anciens présidents de l'institution. Mais avant d'annoncer les nouveaux défis de l'année 2021, le président du Conseil économique et social a enfin présenté lui aussi ses vœux à l'endroit du personnel administratif, civil et militaire. Chers collègues, mesdames et messieurs, mon souhait le plus ardent pour cette nouvelle année, est que notre institution s'illustre davantage par son dynamisme et son utilité, en vous exprimant ma profonde gratitude pour les bons vœux que vous avez bien voulu formuler à mon endroit. Je me fais l'agréable devoir de vous formuler en retour à vous et à tous ceux qui vous sont chers mes vœux de bonne et heureuse année 2021. À la suite du discours de vœux du président du Conseil économique et social, les anciens présidents ont à leur tour témoigné leur gratitude à tous les agents de l'institution qui travaillent au quotidien pour porter plus loin le Conseil économique et social. Les conseillers et le personnel du CES se sont donné rendez-vous en 2022 pour une nouvelle présentation de vœux de Nouvel An. Et voilà qui vient donc mettre un thème à ce journal. Toute l'équipe de préparation, de présentation, de réalisation et de diffusion vous remercie pour votre aimable attention. Restez fidèles à la suite de nos programmes. À demain, 13h.